Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon parcours professionnel, qu'est-ce qui m'a amené à entreprendre des études de psychologie. Alors déjà, il faut remonter donc à la genèse, au commencement du commencement, c'est-à-dire lorsque j'étais à l'école primaire. Déjà le CP, donc j'ai redoublé mon CP. On m'a fait redoubler mon CP plutôt parce que j'avais, selon les dires des instituteurs, un gros souci de compréhension et d'apprentissage. Donc très rapidement, dès le CP, on m'a placée dans des classes spécialisées. Donc à l'époque, il y avait différents sigles pour appeler ces classes spécialisées. Il me semble que c'était sectement de l'appellation. Bon, vous pouvez certainement retrouver ça sur Internet, hein. Mais du coup, ce qui crée davantage une séparation entre... Parce que les classes spécialisées, elles sont dans les mêmes établissements. Vous allez à l'école primaire, il y a les classes dites générales et les classes spécialisées dans lesquelles je pouvais me trouver à l'époque. Et ces classes spécialisées, nous avons à peu près 2 ou 3 ans de retard par rapport au cycle général. Donc, j'ai cheminé tout au long de la primaire dans cet environnement spécialisé, tout au long du collège également dans cet environnement spécialisé. Et quand nous cheminons dans ce cycle, on se prépare directement à l'apprentissage d'un métier. On n'est pas du tout prédestiné à aller à l'université. De toute façon, vous imaginez même pas, on a 2 ou 3 ans de retard et il y a un monde qui nous sépare entre le cycle général et cet environnement dit adapté pour nos problèmes d'apprentissage. Du coup, on est directement à partir de quatrième, troisième, confronté à des stages pour trouver le métier dans lequel on va s'orienter. Moi, j'avais choisi le domaine de la restauration, principalement le domaine de la cuisine, peut-être probablement poursuivre aussi le parcours de mon père qui était cuisinier à l'époque. Et le professeur qui m'accompagnait dans ce parcours d'apprentissage a tout de suite cerné un petit peu ma personnalité et m'a dirigée plutôt vers une école hôtelière puisqu'il y avait plusieurs possibilités. Soit vous pouviez partir en apprentissage à 15 ou 16 ans directement chez un patron pour apprendre le métier. Et donc c'est plus attractif pour les jeunes parce qu'en plus il y a un salaire à la clé. Ou voilà, une école hôtelière privée dans laquelle j'ai pu poursuivre le parcours, ce que je ne regrette pas du tout. Bon, je n'ai pas connu l'apprentissage, mais pour avoir effectué de nombreux stages, je pense que c'était la plus adaptée. En plus, c'était une petite structure dans un cadre tout à fait délicieux, en rapport avec la nature, des élèves. Il y avait aussi un effectif qui était assez réduit par rapport au centre d'apprentissage où c'est énorme puisque ça regroupe tous les métiers de bouche, du charcutier, de la pâtisserie, du cuisinier, du glacier, du chocolatier. Enfin vraiment, c'est le panel, il est large. Et donc c'est des établissements, des centres qui sont immenses. Voilà, que j'ai pu découvrir aussi quand j'ai passé mes différents examens CAP, BEP, mention complémentaire en dessert de restaurant. J'ai aussi participé à des concours dans le domaine de la cuisine principalement. J'ai appris la pâtisserie et la cuisine, mais c'est vraiment le fait de créer, de toucher les aliments, la matière, puisque lorsque vous travaillez dans des restaurants traditionnels, vous avez accès quand même à des produits de qualité et c'est toute cette procédure, étape par étape, qui faisait la réalisation et la constitution de quelque chose de tout à fait exceptionnel que vous pouvez voir aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant d'émissions, de tutos même que vous pouvez retrouver. C'est très facile maintenant de pouvoir faire la cuisine. On n'a plus besoin de suivre un livre de recettes et tout est bien expliqué, tout est clair. On a accès vraiment à beaucoup de contenu maintenant en ligne et c'est vraiment presque parfois euh, même une joie pour certains que de faire de la cuisine, puisqu'il y a aussi des passionnés. Alors moi, quand j'ai commencé la restauration, c'était tout à fait autre chose, hein, puisque déjà d'une part, il y a beaucoup de machisme, il faut le reconnaître.
Donc c'est le paradoxe un petit peu parce que dans les foyers familiaux, la femme est réduite au rang du ménage, de la cuisine dans ces sociétés patriarcales. Et par contre, en France notamment, je vais parler de la France, les chefs cuisiniers renommés dans le domaine de la cuisine en tant que métier, il y a à l'époque de plus en plus, mais de très peu de femmes. Et moi-même, quand je postulais dans les restaurants, lorsque j'ai validé mes examens, on me disait vous cherchez un poste pour la salle, pour le service, alors que non, c'était pour la cuisine. Et donc il fallait faire beaucoup ses preuves, hein. Donc quand je travaillais en cuisine, je demandais très peu d'aide. Mes sacs de pommes de terre de 25 kilos, ben, je me démerdais, si je peux parler ainsi, je les traînais, euh, comment dire, je travaillais de la manière la plus autonome possible, hein. Je demandais comment fallait faire et ensuite je me débrouillais. Parce que c'était une manière aussi peut-être de leur prouver et de me prouver à moi-même que j'étais capable d'y arriver. Il faut savoir aussi que dans les restaurants traditionnels, c'est des grandes brigades de 10 ou 12 cuisiniers et parfois j'étais la seule fille. Il y avait des filles en pâtisserie, plus en pâtisserie, mais en cuisine, c'est très compliqué. Bon, il faut dire aussi que c'est un métier difficile, vous faites beaucoup d'heures de travail, vous travaillez les jours fériés, les fêtes, c'est un rythme qui est quand même assez soutenu, assez dense. Il y en a même qui se droguent pour tenir la cadence tellement c'est intense, hein. Bon, ça peut se comprendre aussi. Et puis, comme on a longtemps associé le féminin à, comment dire, de la fragilité, du coup, bon, c'était quand même très ancré. Peut-être que c'est certainement en train de changer avec l'émergence de la cuisine et tout ce qui est présenté à la télévision. Il y a eu comme une émergence autour de tout ça où cet aspect est beaucoup moins dévalorisé qu'avant. Mais moi, je n'ai jamais considéré la cuisine comme un métier dévalorisant. Peut-être inconsciemment, de par mes difficultés d'apprentissage, je me disais, ben, moi, je réduisais ce métier à quelque chose, ben, je ne suis pas capable de faire autre chose que de la cuisine, donc je vais faire ça, mais véritablement, avec du recul, euh, j'aime créer et je trouve que c'est quand même un métier passionnant, mais quand on le pratique au quotidien, c'est quand même différent. Alors ensuite, donc j'ai cheminé comme ça dans la restauration et lorsque j'ai perdu mon père, j'avais 21 ans, je travaillais dans un restaurant à l'époque et j'en avais marre en fait d'être dans ce milieu et puis c'est surtout une passion que je partageais avec lui. Du coup, il y en a qui auraient pu continuer en sa mémoire, en son honneur, mais moi j'ai tout arrêté pour passer des concours. Bon, j'ai continué dans la restauration mais plus traditionnelle, plus une restauration collective. Et j'ai passé des concours pour entrer dans l'aspect public territorial. J'ai postulé et puis l'entretien s'est avéré concluant. J'ai continué à cheminer dans cet environnement. J'ai changé de différents établissements, mais toujours dans la collectivité. J'ai eu différentes expériences dans ce domaine et à un moment donné, sur mon chemin, je rencontre un garçon qui me dit, donc je lui raconte un petit peu mon parcours, on passe des heures et des heures à discuter, il est passionnant de par son parcours universitaire qui moi me passionne et d'ailleurs je lis beaucoup dans cette période-là et lui il me dit mais tu peux reprendre tes études même si tu n'as pas le baccalauréat, tu peux passer le DAU. Le DAU, c'est le diplôme d'accès aux études universitaires. Donc il y a le L, le littéraire, ou le S, le scientifique. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que le DAU? Ok, très bien. Bon, il me parle de tout ça. Il me dit que lui, il m'explique un petit peu son parcours, que son bac, en fait, il l'a passé avec le CNED, que en fait, il a essayé de le passer de manière conventionnelle, mais qu'il était un petit peu, comment dire, euh, il posait un regard différent sur ce système d'enseignement et il a eu besoin de passer son bac à distance, donc il l'a réussi. Et ensuite, il m'a dit,
C'était un petit peu compliqué pour moi le collège et le lycée, mais par contre j'ai entrepris un parcours d'études universitaires tout à fait exemplaire parce que les profs étaient différents et la façon, en tout cas c'est son ressenti et son expérience à lui, hein, vous auriez certainement une expérience et un ressenti différent, mais il m'expliquait que lorsqu'il était arrivé à la fac, la manière dont on pouvait l'aborder était moins infantilisant que ce qu'il a pu connaître au collège ou au lycée par exemple. Et donc, bah, moi, il me passionnait quand il parlait et je me disais peut-être qu'il a raison. Ah non, mais en fait, non, c'est pas pour moi. Vous voyez, les croyances limitantes, elles sont tellement ancrées, les croyances, où moi, on m'a dit que jamais je pourrais entreprendre de parcours universitaire, que de toute façon, ayant 2 3 ans de retard et que ma compréhension étant très limitée, je ne pouvais pas imaginer entreprendre un parcours et je l'avais tellement bien intégré que à chaque fois, je le mettais de côté et à chaque fois, je repoussais. Et puis finalement, je continue à cheminer dans mon domaine professionnel et je me rends compte que je ne suis plus du tout en phase avec ce que je fais. Mais surtout, j'essaye, comment dire, c'est pas j'essaye, mais euh, il y a comme quelque chose qui émerge et comme une possibilité euh, de me permettre de moi aussi, peut-être ne serait-ce que de m'inscrire au DAU et de voir un petit peu comment ça se passe, hein. Si ça se trouve, je peux être étonnée et encore une fois, même si ça prend du temps, même si j'ai plus de difficultés que les autres, je peux apprendre, je peux comprendre. Et c'est comme ça que je pars me renseigner à l'université de ce que c'est que le DAU et comment ça s'organise et comment ça s'articule pour les personnes qui sont en reprise d'études et qui sont dans le monde du travail depuis longtemps. Et là, je tombe sur une femme tout à fait extraordinaire qui prend le temps de m'expliquer toute l'organisation du DAEU. Donc, vous pouvez le faire. Il me semble que c'est possible de le faire en un an, mais je ne suis pas sûre, hein. Mais minimum 2 ans. Ça, moi, je l'ai fait sur 3 ans. Moi, je l'ai fait sur 3 ans. Et c'est comme ça que je me suis inscrite. Et donc, je l'ai passé. Alors, la première année, je me suis confrontée à des difficultés. Du coup, j'ai fait appel à une étudiante pour qu'elle puisse m'aider, notamment dans l'anglais, puisque l'anglais, nous, on en avait très peu. Et c'était un anglais très approximatif, hein. C'était pas une langue que vous pouvez, comme vous pouvez avoir au collège. Maintenant, il y a même 2 langues, même voire 3, peut-être aujourd'hui. Et du coup, donc, il y avait évidemment des grosses lacunes et un retard. En fait, il fallait tout réapprendre comme un bébé. Cette langue, la langue anglaise, pour moi, il fallait que je réapprenne depuis le début parce que je ne comprenais même pas les temps, les différents temps. Tout était pour moi du charabia, hein. Donc, vous imaginez, il a fallu que je reprenne depuis le début. C'était long et fastidieux. Moi qui me projetais après par la suite sur des études universitaires, je me suis dit, mais vraiment, est-ce que tu es sûr de vouloir te lancer là-dedans? En plus, on te dit que tu n'es pas capable d'y arriver, que c'est difficile. Et c'est véritablement difficile, mais je n'ai pas lâché. Il y avait comme quelque chose qui me portait à l'intérieur de moi et qui ne voulait pas lâcher. Du coup, la première année a été un petit peu compliquée et j'ai refait cette première année et jusqu'à ce que je trouve aussi comment dire, le bon rythme d'apprentissage et la bonne méthodologie pour apprendre les différentes matières. Donc, au DAU, bah, il y avait 4 matières, donc le français, l'anglais, l'histoire et la géographie. Il me semble de mémoire que c'était ça, hein, puisque je l'ai validé en 2013. Et ensuite, j'ai cherché une université parce qu'à l'époque, je voulais faire du droit et de la psychologie, majeure psychologie, mineur droit, mais je n'ai pas trouvé dans le cadre de l'enseignement à distance en faisant des recherches. Je pense que je me suis un peu perdue dans mes recherches, pourtant c'était pas compliqué à chercher, mais peut-être que c'était pas le moment parce que lorsque j'ai entrepris mes recherches sur internet, ça ne s'est pas présenté à moi. Du coup, j'ai entamé une année de licence de droit en distanciel avec l'université de Grenoble. Et là, c'était particulièrement indigeste, le droit. Je n'ai pas du tout aimé. Bon, c'était intéressant, notamment le droit civil, mais je n'ai pas... c'était pas passionnant.
c'était pas passionnant. En plus, lorsque vous faites vos études à distance, vous recevez tout sur la plateforme universitaire, donc des gros blocs de texte qu'il faut savoir appréhender. Et moi, n'ayant aucune méthode d'apprentissage, et notamment à l'université, parce que c'est quand même différent du DAU, à chaque fois, vous montez d'un cran évidemment, mais là, beaucoup plus de matière par semestre. Et là, je me suis retrouvée confrontée à mes propres difficultés, ce qui fait que, j'ai quand même terminé l'année. Alors non, donc j'ai fait le premier semestre et ensuite, je me suis laissée noyer dans les quantités d'informations. Donc, j'ai arrêté, j'ai laissé passer l'année. Je me suis simplement présentée aux examens du premier semestre, mais pas aux examens du second semestre de la première année de droit à Grenoble. Et ensuite, j'ai cherché pour trouver une licence de psychologie en distanciel, puisqu'il fallait que je garde mon travail. De toute façon, je n'avais pas le choix. J'aurais aimé faire que ça, mais il fallait quand même que je travaille pour avoir un salaire à la fin du mois. Et c'est comme ça que j'ai trouvé plusieurs universités qui proposaient un enseignement à distance, dont l'université de Paris 8, qui propose un enseignement à distance. Et d'ailleurs, par le biais de cette vidéo, si vous devez aller, enfin si vous envisagez d'entreprendre un parcours de psychologie de la licence au master, si votre but c'est de valider, je ne sais pas, le titre de psychologue clinicienne ou autre, renseignez-vous bien concernant l'université et surtout, il faut, comment dire, parce que lorsque j'ai intégré l'université de Clermont-Ferrand, ils proposent simplement la licence en distanciel. Mais le master se fait uniquement en présentiel. Mais si vous décidez d'entreprendre tout le parcours en distanciel, il est important de se renseigner sur l'université et en France, il n'y en a pas beaucoup. Je sais qu'il y a Paris 8 qui propose un enseignement à distance pour valider le titre de psychologue clinicien de la licence 1 au master 2. Mais je crois que c'est l'une des seules. Il me semble avoir entendu qu'il y avait Reims aussi, mais c'est pas sûr. Renseignez-vous parce que ce qui se passe, c'est que si vous validez une licence dans une université, n'importe laquelle en France, et qu'après vous vous rendez compte qu'ils ne proposent pas le master en distanciel, parfois c'est très compliqué d'intégrer une autre université, déjà en fonction du parcours que vous avez eu, parce que la licence, il n'y a pas une licence, mais des licences. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai validé ma licence de psychologie à Clermont-Ferrand, lorsque j'ai voulu postuler pour continuer en master, par exemple à Lyon 2, ils proposent le parcours de psychologue. Alors, pour le psychologue clinicien, c'est le parcours de psychologie clinique, psychopathologie, psychanalytique. Lorsque j'ai postulé pour aller dans ce master, on m'a clairement dit, vous venez pas d'un courant psychanalytique. Pourtant, c'était pour me spécialiser, donc c'était pour la première année de master, donc j'étais pas encore spécialisée. Donc moi j'en conclus qu'il n'y a pas une licence, mais des licences, parce que suivant l'université où vous passez la licence, si vous postulez dans une autre, comme je l'ai fait pour l'université de Lyon 2, eh bien on a bloqué mon dossier. Je ne pouvais pas intégrer le Master 1 étant donné que je n'avais pas eu de cours sur la psychanalyse parce que l'université de Clermont-Ferrand est surtout centrée sur les neurosciences, les statistiques. C'est très scientifique. Donc ça, c'est une donnée à considérer que j'ai découverte en expérimentant et en entreprenant ce parcours universitaire. Alors, ce que je voulais vous dire aussi par le biais de cette vidéo, c'est que lorsque je me suis trouvée en licence de psychologie, lorsque je suis venue à la réunion de présentation, donc j'étais dans l'amphi, la directrice des enseignements, elle commentait le parcours de la licence 1 à la licence 3, eh bien, j'ai senti corporellement que j'étais à ma place. Chose que je n'ai pas ressentie en droit, même si c'était très intéressant et certainement que j'appliquais pas du tout la bonne méthode de travail, puisqu'il y avait des étudiants et des étudiantes qui s'en sortaient vraiment bien et ça avait l'air passionnant, mais ça n'était pas là où je devais être, je pense. Parce que j'ai eu un ressenti tout à fait différent et je faisais beaucoup plus d'efforts dans mes apprentissages, dans le parcours de psychologie. Après, il ne s'agit pas de comparer le droit et la
la psychologie, ce sont vraiment deux matières qui sont complètement opposées. Et encore que dans certains domaines, ça se retrouve. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, pour la première fois, je me sentais à ma place. Et ça, c'est ce qui m'a fait dire que je suis à ma place et que je dois entreprendre ce parcours universitaire. Donc, c'est comme ça que j'ai cheminé dans ce parcours de licence à l'université de Clermont-Ferrand en distanciel. Donc, j'avais mon travail à côté. Donc, la journée, je travaillais et j'étudiais le soir. Je ne me rendais à Clermont-Ferrand que pour les partiels, qui sont les examens et les rattrapages, puisque j'allais souvent au rattrapage. La première année était très compliquée pour moi parce que je n'avais pas du tout la bonne méthode de travail, je me noyais encore dans les quantités d'informations concernant chaque matière. Par exemple, là j'ai sous les yeux le programme de la licence 2 de psychologie, donc pour vous donner une idée, je vais simplement vous dire, j'ai pas retrouvé les programmes des années précédentes, je pense que vous pouvez les avoir en ligne, et encore que je suis pas sûre que le programme de licence de l'université de Clermont-Ferrand l'expose en ligne. Mais en tout cas, en licence 2, par exemple, pour un semestre, parce que à chaque semestre, on avait des examens, donc il y a 2 semestres dans une année. Donc pour le premier semestre en licence 2, vous aviez la psychologie sociale, la psychologie cognitive, la psychopathologie et psychopathologie clinique, une matière qui s'appelle les méthodes. Et dans cette même matière, on a 2 matières, qui est la méthodologie scientifique, les statistiques. Ensuite, 5e UE, donc 5e matière, psychologie du développement. 6e matière, biologie humaine. 7e matière, l'anglais, ce qui est quand même assez conséquent. Ça, c'est pour le semestre 1. Donc UE, ça veut dire unité d'enseignement. Et pour le semestre 4, nous avions la psychologie sociale, une spécialisation à choisir. Moi, j'avais choisi la psychologie de la santé, puisque c'est ce qui m'intéresse particulièrement. La biologie humaine, les méthodes, toujours avec 2 matières, méthodologie scientifique et les statistiques. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que dans la biologie humaine, il y a 2 matières également, système nerveux et initiation à l'étude du comportement. Et ça ne veut pas dire que dans cette matière qui est la biologie humaine, qui regroupe 2 sous-matières, système nerveux et initiation à l'étude du comportement animal, ça ne veut pas dire que les cours sont restreints. Enfin, je veux dire, sont restrictifs dans le sens où il y aurait peut-être que 30 pages pour équilibrer. Non, non, ce sont pratiquement tous des cours avec 200 pages minimum. Donc, je reprends ce semestre 4, donc la psychologie sociale, une spécialisation à choisir. Moi, j'avais choisi la clinique de la santé. La biologie humaine, où il y a deux sous-matières, système nerveux et initiation à l'étude du comportement animal. Les méthodes qui regroupent 2 sous-matières qui sont la méthodologie scientifique et les statistiques. PPP, qui est le métier de psychocriminologie. On a une introduction à la psychocriminologie qui est passionnante pour ceux qui veulent travailler dans les tribunaux, justement. Et l'anglais, donc ça fait quand même 6 UE, 6 unités d'enseignement, qui n'est quand même pas négligeable, puisque dans 2 de ces matières, il y a 2 sous-unités d'enseignement, comme je les appelle, et c'est très conséquent. Donc par contre, je dis que c'est quand même le marathon intellectuel, et ça dépend encore tellement ça dépend encore tellement de paramètres et suivant la situation des élèves et de la façon dont on apprend et dont on intègre les informations. Mais moi, je pense que c'est important de réviser chaque jour, peut-être 1 heure ou 2, de se tenir à la révision et à l'acquisition des connaissances, de la compréhension à l'acquisition des connaissances et l'intégration de ce que vous êtes en train d'ingurgiter, de vous nourrir. Parce qu'il y a des étudiants qui travaillaient, par exemple, qui foutaient rien de l'année et qui 3 semaines avant les examens, alors je ne critique pas du tout, mais moi quand ils me communiquaient la façon dont ils apprenaient, parce que j'aimais bien rentrer en relation avec les autres étudiants pour savoir comment ils procédaient dans leurs apprentissages, comme je rencontrais d'énormes difficultés. Et donc il y avait vraiment de tout. Il y a ceux qui s'y prenaient tôt, il y a ceux qui s'y prenaient au dernier moment et qui passaient plusieurs nuits blanches à apprendre, emmagasiner les informations, et ça fonctionnait pour eux.
dans certaines matières et d'autres pas, et d'autres qui, comme moi, préféraient travailler chaque jour régulièrement pour l'intégration des connaissances et pour l'apprentissage, plutôt que de se laisser noyer dans la quantité de travail au dernier moment. Puis bon, moi, je ne pouvais pas envisager de faire des nuits blanches, hein. Pour moi, c'était pas envisageable. J'avais besoin quand même de me reposer un minimum, même si la veille d'un examen, on est quand même assez stressé. C'est pour cette raison que bon, la première année, c'était assez compliqué pour moi, mais la deuxième année, comment dire, instauré une méthode d'apprentissage tout à fait différente, dans le sens où euh, j'appréhendais matière par matière. Par exemple, pendant une semaine, je pouvais rester sur une matière. Donc, je lisais le cours, je faisais mes résumés et j'affichais dans tout mon appartement, dans tout mon appartement, mes fiches de lecture dans chaque matière que j'étais en train d'apprendre. Et tous les jours, je revenais dessus. Par exemple, si je prends la psychologie cognitive, je résumais mon cours, tout ce que j'avais besoin d'apprendre euh, pour l'examen, et bien, donc j'affichais ça. Alors moi, je mettais sur des grandes pages comme ça, j'écrivais en fait en gros. Je faisais pas tant je faisais pas tant des petits résumés parce que j'avais vraiment besoin de voir en gros. Donc ça faisait beaucoup de feuilles, hein. Par contre, hein, c'est pas du tout écologique. Et j'affichais ça en fait dans mon appartement. Et du coup, par exemple, pour apprendre une matière, je passais peut-être toute une matinée, voire même des fois toute une journée pour apprendre presque par cœur la matière que j'étais en train d'apprendre. J'apprenais, je révisais et surtout je répétais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois jusqu'à connaître par cœur le cours. Et le lendemain, quand je revenais dessus, des fois j'avais tout oublié, mais je me rendais compte qu'en répétant et en me remémorant les informations, ça cheminait et ça revenait. En fait, moi, j'avais besoin de connaître et de savoir par cœur, mot pour mot, l'exactitude des informations, avec exactitude les informations qui étaient mentionnées dans le cours du prof, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez anxieuse et d'assez stressée, et si le jour de l'examen, mon stress peut me faire perdre tous mes moyens. Donc, pour moi, le jour J, il fallait que je sois vraiment, que je récupère les informations, pardon, de manière automatique. C'est pour cette raison que par la suite, en me connaissant et en comprenant la façon dont je devais apprendre et intégrer les informations, c'est pour ça que c'est vraiment tout un apprentissage, l'apprentissage est le même. Eh bien, j'avais acquis la bonne méthodologie de travail, ce qui fait que aussi ça me donnait aussi une assurance en plus. Parce que l'heure de l'examen passe tellement vite, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est derrière l'horloge et qui la tourne volontairement pour que les minutes défilent plus vite. Ça passe tellement vite que moi, en tout cas pour ma part, je n'avais pas le temps de trop réfléchir euh, à ce qu'ils allaient nous présenter. Alors, comment je faisais aussi, c'est que, bon, je vais vous donner une méthode qui n'est peut-être pas du tout recommandable, en tout cas les professeurs n'aiment pas du tout cette méthode, mais je travaillais beaucoup sur les annales précédentes. Donc, j'ai cherché à retrouver le maximum d'annales concernant les différentes matières que j'allais devoir passer à l'examen pour travailler dessus et puis pour surtout avoir une idée de ce qui était attendu à l'examen pour être le plus opérationnel possible. Il y en a qui vont pas du tout travailler sur le cours, mais qui vont travailler sur les différentes annales pour réussir l'examen. Leur objectif, c'est l'examen. Et bon, c'est un véritable marathon intellectuel, parce que quand on travaille dans la vie active et qu'on veut reprendre ses études, ce n'est pas conseillé de travailler que sur les annales, puisque du coup, vous apprenez rien de tout ce qui est relaté dans le cours, aussi enrichissant qu'il soit. Mais force est de constater que vous n'avez pas beaucoup de temps pour l'intégration des connaissances parce qu'il y a beaucoup de matières par semestre.
Donc parfois, il faut trouver des stratégies, quitte à revenir plus tard sur les cours pour l'intégration des cours, si les cours ont été passionnants et ils le sont. Après, on a des préférences pour certains domaines. Moi, par exemple, la psychologie de la santé, la psychopathologie, c'est des domaines qui m'intéressaient particulièrement, avec des difficultés pour la psychologie cognitive, pour les statistiques. C'est pour ça aussi que j'ai pris un professeur particulier pour qu'elle puisse m'accompagner au mieux dans ces apprentissages, parce que j'avais quand même besoin de temps. Voilà, donc c'est simplement se connaître, comment on fonctionne, qu'est-ce qui est le mieux pour nous dans ces différents apprentissages. Et c'est comme ça que j'ai cheminé. Alors ma licence, je l'ai passée sur 4 ans au lieu de 3. C'est vrai, j'étais souvent au rattrapage, mais j'ai quand même validé ma licence en 2020 avec 10,75 de moyenne générale, en dépit de l'épreuve de vie extrêmement difficile que j'étais en train de traverser, puisque j'ai perdu ma sœur qui est décédée brutalement des suites d'un arrêt cardiaque, comme vous le savez au travers de ces différentes vidéos. Et c'est ce qui m'amène aussi sur la compréhension de la souffrance et lorsque l'on perd quelqu'un, parce que ces études étaient et sont toujours véritablement importantes pour moi, mais la souffrance de la perte de ma petite sœur que j'ai pu ressentir et que j'ai dû traverser euh, durant ce temps m'a amené sur des choses plus fondamentales concernant ma philosophie de vie et qui était basée plutôt sur la rigueur, sur le fait de garder le contrôle, de tenir les rênes de ma vie. Et donc je me disais, je vais aller jusqu'au master. Sauf que comme j'ai eu une petite moyenne générale et que j'ai perdu donc ma petite sœur, déjà les examens en 2020 étaient présentés en distanciel. Et je ne sais pas comment j'ai fait. Je me suis quand même connectée en ligne pour passer mes examens. Je ne sais pas comment j'ai fait pour valider mes examens, puisque j'étais dans un état euh, très compliqué, à savoir je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je suis descendue à 42 kilos, avec des insomnies énormes et une incapacité à rester concentrée. Et j'ai quand même validé ma licence de psychologie, ce qui était juste improbable. Je commençais déjà à m'inscrire pour refaire ma 3e année de licence. Et puis finalement, j'ai validé. Et une fois que c'est validé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Bon, j'ai quand même cherché à continuer à m'inscrire en master, surtout que j'étais pas en état pour constituer les dossiers master, et la constitution des dossiers master demande quand même de l'énergie, hein. Il suffit pas juste d'envoyer 2-3 documents en ligne, il faut quand même réfléchir sur sa lettre de motivation, il faut quand même réfléchir aussi un minimum sur son projet de recherche, sur les stages que l'on souhaite entreprendre, sur le parcours que l'on souhaite mener euh, dans la spécialisation. Moi en l'occurrence c'était la psychologie clinique. Et puis bon, finalement j'ai envoyé 2 dossiers, un dossier à Lyon et un dossier à Paris 8. Mon dossier a été rejeté. J'ai cherché en fait à comprendre aussi pourquoi, et en demandant des explications, l'université de Lyon 2 me disait qu'il y avait bien évidemment ma moyenne, mais pas que. Il y avait aussi l'inconvénient du fait que je vienne d'un enseignement scientifique plutôt basé sur les neurosciences, alors qu'eux étaient plutôt centrés sur le courant psychanalytique. Bon, voilà, c'est ce qui me fait dire qu'il n'y a pas une licence mais des licences. On pourrait penser que la licence de psychologie c'est la licence et que la spécialisation vient ensuite avec le master, mais c'est une réalité à considérer. Paris 8, il n'y avait plus de place. Ma note n'était pas relatée dans le refus du mail que j'ai reçu. Donc j'en conclus qu'il y avait aussi énormément de postulants. Donc ils prennent d'abord leurs étudiants en présentiel, ce qui est tout à fait compréhensible, et ensuite les étudiants extérieurs. Il faut savoir que c'est toute la France et tous les dom-toms qui postulent, parce que le master en psychologie clinique en distanciel
il y a l'université Paris 8, mais il me semble que c'est l'une des seules à le proposer en France, hein. Renseignez-vous bien, moi j'ai cherché de partout, j'ai pas trouvé. Il y a peut-être Reims, j'ai vu passer une info quelque part, mais c'est pour ça que je vous dis que si vous souhaitez entreprendre tout le parcours pour devenir psychologue clinicien de la licence 1 au master 2, faites-le dans la même université parce qu'après on rencontre des difficultés pour les dossiers. Alors, pas tout le monde. Moi, j'ai rencontré des difficultés. Il y en a qui ont été reçus après 1, 2 ou 3 candidatures postées à Paris 8 pour entreprendre le master en distanciel et qui ont eu une suite favorable. Il y a tous les cas de figure, hein. Il y en a qui ont fait la licence en distanciel à Paris 8 et qui ensuite ont arrêté pour prendre du temps pour X raisons et qui sont revenus et le dossier n'a pas été reçu. Et inversement, d'autres qui ont pris du recul pendant 2 ou 3 ans, ils sont revenus, le dossier a été reçu. D'autres qui ont entrepris tout le parcours à Paris 8 et qui se sont vus refuser pour l'entrée en Master 1, mais quand même, je pense que on a plus de chance quand on entreprend tout son parcours au même endroit que de le faire comme je l'ai fait. Je connais des personnes qui ont entrepris leur licence en distanciel à Clermont-Ferrand et qui ont été reçues à Paris en distanciel pour le master 1 et 2. Mais voilà, c'est aléatoire. Bon, moi, j'en conclus aujourd'hui que cette année, j'ai repostulé pour poursuivre en master 1 et 2 en psychologie clinique. Donc, j'ai postulé à l'école de psychopraticien. L'école de psychopraticien, il y en a 2 en France. Il y en a une à Lyon et une à Paris. L'école de psychopraticien, c'est uniquement en présentiel. Vous pouvez intégrer l'école de la licence 1 à la licence 4, mais par contre, si par exemple vous avez passé un master 1 à l'université, dans une université, un master 1 en psychologie clinique, et que vous souhaitez intégrer le master 2 à l'école de psychopraticien, ça n'est pas possible. Donc, c'est soit on commence un parcours chez eux de la licence 1 au master 2, ou soit vous pouvez intégrer l'école, faire votre licence 1, 2 ou 3 dans une autre université et ensuite postuler chez eux. Mais sachez que si vous ne commencez pas en master 1 chez eux, ils ne vous prendront pas ou alors ils vous demanderont de postuler en master 1, même si vous l'avez déjà validé dans une autre université. Voilà, donc on peut intégrer cette école du master 1, de la licence 1, pardon, au master 1, mais pas au-delà. Aussi, autre particularité, donc je vous le disais, c'est uniquement du présentiel, c'est une école privée, mais qui mène au même titre reconnu par l'État que le psychologue clinicien que vous validez à l'université publique. Par contre, sauf petit bémol, c'est que c'est un parcours d'enseignement qui coûte très cher, c'est minimum 7 000 € à l'année. Donc, normalement, les bourses peuvent être prises en compte, mais tout le monde n'a pas 7 000 balles à sortir à l'année. Donc, il y a quand même encore une élite qui peut y participer manifestement. Donc, moi, j'ai constitué un dossier pour l'école de psychopraticien à Lyon. Mon dossier a été refusé. Je suis même allée aux journées portes ouvertes de l'école, ça me semblait intéressant. Mais quand j'étais dans la salle, il y a quelque chose qui me dit « Continue Céline, va en master, continue tes études » et quelque chose qui me disait je me sentais pas spécialement à ma place. Pourquoi? Parce que du coup, lorsque en 2020, j'ai postulé pour les masters de psychologie, que ça a été refusé, du coup, je ne voulais pas rester sans rien faire. Donc, j'ai cherché sur Internet et surtout, j'ai cherché à savoir ce qu'étaient devenus les étudiants qui étaient avec moi en licence de psychologie en distanciel à l'université de Clermont-Ferrand. Et il y a une personne qui a intégré donc cette école. Et donc, j'ai cherché à la contacter. Et elle m'a dit, écoute, Céline, c'est une école qui se veut expérientielle, ça se vit. Donc, je peux te donner des informations sur le déroulement de cette formation, mais il faut vraiment que tu fasses ta propre expérience. Donc, j'ai cherché à me renseigner, j'ai appelé, j'ai obtenu des informations. Une personne très sympathique m'a donné toutes les informations nécessaires pour ce parcours d'enseignement, ce qui m'a motivée à intégrer cette école et à expérimenter. Et donc, je me suis inscrite
Par contre, cette école avait un coût aussi financier assez onéreux. Et ce que je veux vous dire, c'est que au départ, j'avais 5 000 € de côté pour entreprendre le master à l'université de Paris 8 ou ailleurs. Et puis, je me suis dit, mais là pour le moment, j'ai 5 000 €, mais je n'ai pas tout l'argent pour entreprendre cette école. Je n'avais pas tout l'argent. Et donc, gagnant un peu plus du SMIC, je me disais, mais comment je vais faire pour réunir tout l'argent pour entreprendre ce parcours? Ni une ni deux, j'ai pas réfléchi. Je me suis quand même inscrite parce que je ne voulais pas rester sans rien faire. Et c'est surtout que j'ai eu l'impression d'être bloquée en plein vol. Moi qui venais de valider cette licence, qui venais de perdre ma petite sœur, qui l'avait validée, c'était tout à fait inespéré. Et puis je me dis, mais tiens, c'est comme si on me coupait les herbes sous le pied. Mais en me disant, mais je ne peux pas m'arrêter là, puisque quand on a une licence de psychologie, ben, c'est pas comme une licence de droit, c'est pas tant reconnu que ça. Donc il fallait que je continue. Je ne voulais pas m'arrêter là. Donc c'est comme ça que j'ai intégré cette école à Strasbourg, une école de psychothérapie qui forme aux différentes thérapies psychocorporelles et que j'ai validé le titre de psychosomatothérapeute. Et en allant sur place, j'ai été rapidement face à mes résistances intérieures. Vous imaginez, je sortais de l'université avec ce cadre rigoureux, scientifique, euh, où on ne fait aucun travail sur soi-même, puisque ça n'est pas obligatoire hein, lorsque vous entreprenez un parcours universitaire classique de psychologie, eh bien, il n'est pas obligatoire de faire un travail sur soi, un travail thérapeutique, j'entends, d'être suivi par un thérapeute en plus de votre parcours de formation. Et donc cette école, il est obligatoire de suivre une thérapie personnelle en plus de cette école. Et c'est surtout que cette école est expérientielle. Donc il y a des cours scientifiques, bien sûr, transmis par des psychologues, des médecins, des thérapeutes qui sont installés, qui sont formateurs, qui accompagnent des groupes de personnes, euh, qui se veut scientifique et empirique. Mais du coup, comme c'est expérientiel et que nous sommes nos propres cobayes et que nous travaillons sur nos propres blessures, bah, au début, je ne me suis pas trop mouillée. Hein. Et de par mon histoire personnelle, j'avais aussi une approche un peu compliquée avec le rapport de la relation d'aide par le toucher hein, et de l'accompagnement par le toucher. Et donc, je me suis confrontée dans cette école à mes résistances intérieures où dès qu'il y avait une présentation d'un accompagnement dans le cadre des thérapies psychocorporelles, je me suis dit, mais non, mais moi, je ne peux pas faire ça, mais moi, je ne peux pas accompagner comme ça, non, mais qu'est-ce que c'est que cet enseignement, mais c'est quoi cette façon de transmettre les choses? Et donc, j'étais complètement réfractaire la première semaine d'intégration et je me suis dit, mais je ne peux pas continuer ici, c'est pas possible. Et puis, vous avez différents intervenants dans cette école. Enfin, nous avions différents intervenants dans cette école. Il y a des intervenants, il y a des coachs qui interviennent, il y a des médecins, il y a des thérapeutes holistiques, il y a des psychologues. Enfin, voilà, il y a tout un corpus de thérapeutes qui viennent vous transmettre les enseignements et des pratiques aussi intéressantes et très diversifiées. Et du coup, ce médecin qui est intervenu avec l'aspect plus cadré, plus posé, qui m'a réconforté aussi avec tous les enseignements qui pouvaient être transmis dans cette école, comme à l'extérieur, vous avez différents thérapeutes avec différentes pratiques. Il ne s'agit pas de les comparer, chaque être est unique et chaque thérapeute a sa façon de vous accompagner. L'être thérapeute, j'ai compris au travers de cette école que l'être thérapeute est très important. L'alliance thérapeutique hein, que vous allez créer avec votre futur patient ou patiente est très important. Donc on dit que la thérapie, 80% de la thérapie se fait à travers de l'être thérapeute, de la personne qui vous accompagne. Hein. Peut-être au niveau du transfert et de ce qui se joue entre le patient et le thérapeute, le ou la thérapeute.
Et c'est comme ça que j'ai cheminé au travers de cette école, et c'est comme ça aussi que j'ai beaucoup somatisé intérieurement lorsque j'ai parlé de mes blessures internes. Alors avant ça, j'avais bien évidemment fait beaucoup enfin, que j'avais vu et entrepris beaucoup de thérapies. J'avais vu des psychologues, j'avais vu des psychiatres, très peu de thérapeutes holistiques par contre, où forcé de constater que j'étais toujours face à mes problématiques intérieures. Par contre, j'ai été accompagnée par une psychologue qui m'a vraiment aidée, puisqu'elle m'a, comment dire, accompagnée dans plusieurs séances de MDR qui a été révolutionnaire pour moi. Ça m'a vraiment permis de renégocier mon trauma, ou en tout cas de le regarder d'une façon tout à fait différente de ce que je peux le voir maintenant. En tout cas, l'émotion qui était là ne prend plus toute la place, donc je peux en parler. Je ne vais pas en parler là dans cette vidéo, mais je peux en parler avec beaucoup moins de souffrance intérieure qu'auparavant, parce que le trauma, il est là, il est présent, mais si vous pouvez le renégocier dans votre structure interne de manière tout à fait différente, c'est très bien. Bon, je ne sais pas si le MDR convient à tout le monde, mais c'est une expérience à faire, et en tout cas, encore une fois, ça dépend aussi du thérapeute qui vous le fait, hein. Je pense qu'aussi, il n'y a pas un EMDR, mais des EMDR dans la façon d'accompagner et d'utiliser l'outil, hein. Voilà. Donc, j'ai cheminé au travers de cette école de psychothérapie où je me suis formée aux différentes thérapies psychocorporelles, où j'ai été moi-même mon propre cobaye, et où les étudiants et les étudiantes sont leurs propres cobayes, et ça a été révolutionnaire pour moi. Donc, j'ai appris à lâcher mes résistances, à lâcher ma rigueur, à lâcher le contrôle, à être pleinement présent à ce qui est, aussi inconfortable que c'était parfois, et prendre conscience de mes peurs, et surtout, ce qui m'a profondément marqué et touché, c'est l'expérientiel déjà d'une part, les apprentissages que l'on pouvait avoir toute la journée, parce que c'est assez dense, hein, c'est de 9 h à 20 h, donc c'est assez prenant, et surtout l'expérience du groupe et les différents témoignages, parce que nous sommes tous un miroir. Et même si parfois on n'ose pas, au tout début qu'on intègre cette école, raconter son histoire personnelle, ou alors s'engager sur des choses très compliquées de notre parcours de vie ou de nos traumas, eh bien, il y en a un suivant là où il en est, parce que vous pouvez, dans le groupe, il peut y avoir des anciens comme des nouveaux, donc c'est ça aussi qui est intéressant, parce que chacun raconte un petit peu son parcours, et puis dans les anciens, il y a ceux qui ont déjà fait un certain cheminement et qui connaissent un petit peu les lieux, et qui osent peut-être plus s'avancer pour parler, pour communiquer, pour transmettre, et ça, c'est une richesse incroyable. L'expérience du groupe, l'accompagnement du groupe, je trouve que c'est beaucoup plus transformateur qu'un accompagnement individuel. Alors, je ne dis pas que l'accompagnement individuel n'est pas transformateur. Il est transformateur, mais l'expérience du groupe est beaucoup plus développée, parce que vous recevez de la part du groupe des exemples de vie. Et puis, il y a une énergie aussi qui se passe au sein du groupe, une communication et un échange. Et surtout, ça fait résonance aussi. Lorsque j'ai pu expérimenter les constellations familiales au sein de cette école, bon, au début, pareil, hein, j'étais un peu réfractaire, les constellations familiales, je sais pas, je suis là pour intégrer la sœur d'un tel, je me dis, bon, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et puis finalement, j'ai été confrontée à des situations où je n'aurais pas pensé, et que c'était comme une évidence. Ça se présentait à moi malgré moi, et d'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez Le Chemin de l'Olivier, qui est une série sur Netflix qui est tout à fait intéressante, et c'est vraiment ce que j'ai pu expérimenter au travers de cette école, moi qui avait beaucoup de résistance. Et je vais vous dire, je suis contente aussi de ne pas avoir, avec du recul, de ne pas avoir été reçue au master, parce que probablement que je ne me serais jamais intéressée à ces médecines alternatives, à ces accompagnements psychocorporels,
qui est la constellation familiale, le psychodrame, la relation d'aide par le toucher, la somatanalyse, ces différentes thérapies d'accompagnement, parce que j'aurais pensé que ça y est, moi je suis psychologue clinicienne, euh, et le parcours que j'ai fait vaut peut-être mieux qu'un autre ou d'autres qui ont eu un parcours différent. Alors attention, comment dire, euh, c'est ce qui me fait dire ça parce que euh, j'ai j'ai senti toutes les résistances que je pouvais avoir euh, lorsque j'ai intégré cette école et ce parcours de formation. Attendez, excusez-moi, hop, j'ai une notification donc je l'enlève puisque ça me perturbe lorsque je regarde l'écran. Bon, c'est ce qui me fait dire ça en fait aujourd'hui parce que j'ai pu sentir toutes les résistances qu'il y avait à l'intérieur de moi et ma non-capacité à lâcher prise et être justement dans cette rigueur scientifique. Alors je ne dis pas que la rigueur scientifique c'est de la merde, au contraire, et je le pense toujours que ces études universitaires sont vraiment complémentaires à d'autres médecines alternatives et qu'il ne s'agit pas du tout de les séparer, mais bien au contraire, je pense que l'alliance des deux, en associant les deux, on peut arriver à quelque chose de beau. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je pose un regard tout à fait différent, par exemple sur la sophrologie, parce que je me souviens d'une formation que j'avais suivie dans mon environnement professionnel où une sophrologue était intervenue et nous présentait un petit peu sa pratique, où je m'offusquais à certaines façons de faire. Et j'ai compris après coup que j'étais beaucoup dans mes résistances et que ça venait peut-être certainement réveiller des choses chez moi, cette rigueur. Je pense que c'est important, cette rigueur scientifique, ça évite aussi certaines dérives. Et encore une fois, ça dépend aussi beaucoup de la personne, parce que vous pouvez aller voir un médecin qui a suivi un parcours scientifique et il peut être, excusez-moi du terme, mais puant dans sa façon de vous accompagner. Et inversement, vous pouvez aller voir quelqu'un qui a entrepris une médecine non conventionnelle et il peut être tout à fait désagréable dans sa manière de vous accompagner et inversement. Donc il y a de tout partout. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir fait un certain cheminement à l'intérieur, de continuer. De toute façon, le travail sur soi, c'est le parcours de toute une vie et de savoir un petit peu là où on met les pieds euh, pour éviter certaines dérives, hein. C'est pour cette raison aussi que le titre de psychothérapeute a été protégé en France, parce que je pense qu'il y a eu un usage tout à fait, comment dire, où on a usé du titre d'une manière très dévastatrice dans les différents accompagnements thérapeutiques. Mais bon, gardez quand même votre propre discernement. Je pense, faites-vous confiance intérieurement. Mais voilà, donc pour conclure, ces études de psychologie m'ont beaucoup apporté sur le plan personnel. Déjà, ça m'a permis aussi de me dire que moi-même, j'étais capable d'entreprendre un parcours universitaire, aussi difficile qu'il soit. C'était aussi hyper challengeant pour moi et ça me permettait aussi comment dire, dans une confiance intérieure qui est que moi aussi je peux y arriver. On m'a toujours dit que ce n'était pas possible, que c'était réservé pour certaines personnes qui ont certaines capacités intellectuelles. Moi, Céline, entreprendre des études universitaires, mais c'était même pas pensable, même pas imaginable. Et pourtant, je l'ai fait. Pourtant, j'ai réussi et dans une période qui était celle qu'elle était, mais j'ai quand même validé mon diplôme et je suis très fière de moi et de mon parcours. Ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, l'intégration de cette école de psychothérapie, finalement, je n'ai pas suivi la voie conventionnelle après par la suite, mais c'était aussi bénéfique et encore une fois, je ne regrette absolument pas ce parcours. Si je devais le refaire aujourd'hui, je le referais. Je ne sais pas si je poursuivrai à l'université. Là, j'attends la réponse d'un prochain dossier universitaire. Euh, je repostule dans un master et si je pense que la réponse est négative, c'est que ça n'est pas le moment, en tout cas pour moi, de suivre ce parcours peut-être plus scientifique, mais peut-être de suivre un autre parcours. Euh, je, euh, je ne mets pas de côté
cette envie de poursuivre à l'université, mais par contre, je pense que peut-être d'autres formations m'appellent, peut-être plus en adéquation avec ce qui m'anime intérieurement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon cheminement. Si vous avez des questions concernant ce parcours d'études en distanciel ou en présentiel de psychologie, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.